Nous avons l'habitude, lors de nos cérémonies de remise des masters, d'inviter 2 auteurs de thèses de doctorat récemment soutenus dans notre faculté. Et nous allons avoir le plaisir tout d'abord d'accueillir Pauline Martin, qui a signé une thèse remarquable sur le flou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, je me suis intéressée au flou dans la photographie, mais aussi dans d'autres disciplines comme la peinture et le cinéma, car il s'agit d'une forme extrêmement riche pour réinterroger l'ensemble de l'histoire de la photographie sous un angle nouveau. Je vais donc rapidement vous présenter quelques éléments que ma recherche a mis en évidence. Le flou est à la croisée de 3 éléments essentiels à la photographie, mais aussi, de manière plus générale, essentiels à la perception du monde et à la mise en place d'une perception du réel. Le flou fait partie de la perception visuelle, de comment on voit, de l'œil. Mais le flou fait aussi partie de la représentation, de l'image, c'est-à-dire comment on rend compte visuellement de ce que l'on voit. Et la représentation est un élément essentiel à la compréhension du monde. Sans représentation, il n'y a pas d'accès au monde. Enfin, le flou appartient en plein à la technique. C'est un élément très concret, produit par l'ouverture du diaphragme, la mise au point, ou en peinture, en cinéma, par d'autres techniques très spécifiques. Donc le flou est aussi un élément technique qui met en forme la représentation, qui permet de rendre visuellement ce que l'on voit. Et donc le flou est à la croisée de ces 3 éléments essentiels que sont l'œil, l'image, la machine, et permet d'observer les conflits, les frictions qui se jouent continuellement dans l'histoire de la photographie entre ces 3 éléments importants. Le flou aussi appartient à toutes les pratiques photographiques, artistiques, de reportage, amateurs, scientifiques, publicitaires, etc. Mais la manière dont le flou est investi, les valeurs qu'il transmet, les enjeux qu'il pose changent beaucoup selon qui fait la photographie, dans quel but, selon les époques et aussi selon les techniques. Donc c'est une très bonne porte d'entrée pour observer comment une forme est investie différemment au cours de l'histoire et selon les pratiques photographiques. Une découverte essentielle que j'ai faite dans le cadre de ma recherche touche à la particularité du flou d'abord dans l'histoire de la peinture, car je me suis appliquée à décrypter, pour mieux pouvoir comprendre les enjeux du flou dans la photographie, ce que le flou pouvait être d'abord dans la peinture. Le flou est historiquement un terme de peinture qui n'était absolument pas utilisé dans le langage courant, au moins jusqu'au XIXe siècle. Il n'était connu que des gens d'atelier, des peintres, des spécialistes de peinture. Le flou, le mot flou, était un terme technique de peinture qui désigne quelque chose d'assez spécifique. Le flou appartient donc en plein à l'histoire de la peinture depuis le début du XVIIe siècle et il est très fortement enraciné dans l'histoire de cette technique qui l'a façonné en fait. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que le flou dans la peinture ne signifie pas exactement ce qu'il signifiera plus tard dans la photographie. Au XVIIIe siècle, Diderot, dans une critique de ses salons, écrit ceci: « Dans ce genre flou, il faut être d'un fini précieux et enchanté par les détails. » Premier point essentiel, et là c'est moi qui le dis, pas Diderot, le flou n'est en rien l'inverse de la netteté. Ces 2 termes n'ont aucune connexion l'un avec l'autre jusqu'au XIXe siècle au moins. Le flou est une manière de peindre qui n'est pas non plus opposée au détail et qui, plus encore, doit favoriser le fini de l'œuvre et la représentation des détails. Et comment cela se fait-il ? Eh bien, le flou dans la peinture signifie peindre de manière très douce pour effacer les touches du pinceau sur la toile, masquer, en somme, l'intervention technique du peintre pour ne faire voir que l'image du monde. Théophile Gautier écrit à propos de cette œuvre de Daubigny: « Nulle part la touche ne cherche à se faire voir. Il semble que la toile, exposée devant le site, se soit peinte toute seule par quelques procédés magiques et d'inventions nouvelles. » Donc le flou n'est pas un obstacle pour accéder au réel, n'est pas un obstacle à la mimésis, mais au contraire un moyen de faire entrer le regard plus facilement dans l'image du monde. Gautier, ici, évoque une sorte d'idéal photographique, tel que la photographie est rêvée au début du XIXe siècle, c'est-à-dire un procédé qui capterait le réel indépendamment de la main de l'artiste, de son intervention subjective, qui permettrait de saisir le monde dans une sorte de vérité mythifiée, comme s'il existait une vérité du monde
en dehors de l'acte technique. C'était l'idée qu'on se faisait au moment de l'invention de la photographie, et dans la peinture, le flou semble être un moyen pour approcher ce but. Mais quand la photographie est inventée dans les années 1830, la technique photographique ne montre pas du tout une vérité par le flou, bien au contraire. Le daguerréotype, qui est la première technique photographique qui apparaît en France, est au contraire très net, extrêmement net, au point qu'on n'avait jamais pu voir le monde de manière aussi nette. Ainsi, ce n'est pas dans la photographie le flou qui agit pour atteindre à la vérité, s'il en était du monde, mais bien la netteté. La netteté s'impose comme la qualité essentielle à la représentation vraie du monde, entre guillemets bien sûr, et ce qu'on découvre dans la photographie, ce n'est pas une vérité par le flou, mais bien une vérité par le net. La rencontre entre le flou, forgé au contact de la peinture, et la photographie va provoquer beaucoup de débats et beaucoup de changements. Le terme flou est repris par les photographes, mais ce qu'il signifie dans la peinture ne peut plus vraiment exister dans la photographie, car la technique est différente, le lien au monde de cette technique est différent. Le flou ne peut plus si facilement se concilier avec les détails, il devient, avec la photographie, l'opposé de la netteté, qualité indispensable à la photographie. Donc le flou devient, dans la photographie, la qualification d'une erreur technique, ce qui n'était pas dans la peinture. En même temps, les photographes, qui cherchent assez vite à faire de l'art dans les années 1830, veulent imiter la peinture, qui est considérée comme l'art par excellence, l'art académique auquel il faut pouvoir ressembler, et ils veulent faire valoir la photographie comme étant de l'art. Et le flou, qui dans la peinture est valorisé, devient ce graal à atteindre pour que la photographie puisse être reconnue comme un art. À partir de là, le flou est coincé dans des paradoxes presque insolubles. Il est à la fois le défaut technique le plus trivial, le graal le plus absolu et le plus compliqué techniquement à obtenir pour que ce soit un bon flou. Le flou, ainsi, n'a pas bonne réputation dans la photographie et peine beaucoup à trouver une légitimité. Et mon étude enquête sur toute l'histoire de la photographie, sur la manière dont le flou va trouver une légitimation qui ne sera réellement là que dans la deuxième moitié du XXe siècle. Dans le cadre de ma recherche, j'ai aussi découvert que le flou soulève de très nombreux débats qui dépassent la seule question de la représentation. Pour rapidement expliquer ceci, je vais vous en citer deux. D'abord, la question de la vérité. Le flou a souvent la réputation de tricher, d'être un moyen de duper le spectateur, car il brouille l'image, il masque quelque chose, il cache, il ne montre pas bien l'objet, il éveille le soupçon de cacher quelque chose. Dans la photographie spirit, par exemple, le flou contribue à faire croire à l'existence, pourtant, bien sûr, totalement construite, d'un fantôme. Mais on voulait faire croire, donner une preuve de l'existence des fantômes. En même temps, c'est parfois la netteté qui est mensongère. Plusieurs auteurs le constatent au XIXe siècle dans la photographie d'un train en marche, faite de manière si instantanée et si nette qu'elle ne permet plus de voir le mouvement. L'image ment donc, car elle fait croire à un train à l'arrêt, alors qu'il bouge. C'est donc aussi parfois le flou qui semble plus véridique que la netteté, notamment dans la photographie médicale, où on recommande de laisser voir les mouvements des malades pour pouvoir les analyser et les comprendre. Outre la question de la vérité, le flou éveille aussi des débats sur le plan social et politique. C'est un deuxième aspect que j'évoque très rapidement. Dans une certaine photographie, le flou est un signe d'élitisme, notamment chez les premiers photographes artistes de la fin du XIXe siècle, qu'on appelle les pictorialistes. Il s'agit de gens très fortunés qui ont le temps de s'adonner à un passe-temps coûteux et encore techniquement très complexe, et qui cherchent à faire le flou le plus parfait pour ressembler à la peinture, et donc à l'art le plus respecté. Le flou, avec eux, est élitiste. Il permet de revendiquer une appartenance à une haute classe sociale. Mais le flou peut aussi avoir une valeur révolutionnaire, complètement contraire à cet élitisme, notamment chez les avant-gardes dans les années 1820 et 1830. Le flou n'est plus là pour dire le haut rang social, mais bien au contraire, pour disloquer l'image, bousculer les règles académiques, rompre précisément avec un élitisme de classe que les pictorialistes, en leur temps, revendiquaient par le flou. Voilà, parmi d'autres, quelques-uns des enjeux posés par le flou qui m'ont intéressée. Cette recherche que j'ai menée pendant plusieurs années donnera prochainement lieu à un livre,
et aussi à une exposition à Photo-Élysée, ainsi qu'un autre livre lié à cette exposition, aussi pour vous montrer que la thèse de doctorat n'est pas nécessairement ensuite enfermée dans une bibliothèque, mais peut vraiment s'ouvrir plus largement. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et bonne suite de cérémonie.